Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre ici dans ce lieu pour le moins insolite, mais je vous en dirai plus d'ici quelques instants et je vous emmène avec moi au travers de cette balade qui va nous permettre de découvrir ou de redécouvrir l'église Notre-Dame de Dijon, Dijon, ville d'art et d'histoire. Je suis Sylvain Bienne, ce guide touristique à Dijon. Bienvenue au cœur du site patrimonial remarquable dijonnais d'une superficie de 97 hectares. Nous sommes ensemble au cœur du vieux Dijon et nous allons nous intéresser plus particulièrement au cours de cette balade à l'église Notre-Dame que nous voyons face à nous. Nous la découvrons actuellement au niveau de son chevet. Et cette église Notre-Dame fut édifiée entre 1220 et 1250 d'un seul jet sur peu de place avec les moyens de l'époque, ici comme ailleurs. Et ce qui veut dire que nous sommes en présence d'une prouesse architecturale puisque la technique utilisée, notamment les contreforts surmontés de culées en surélévation permettant de stabiliser l'ensemble, ont permis d'avoir un édifice, et toujours en 2020, extrêmement solide, homogène et parfaitement inséré en cœur de ville. Sur notre droite, nous voyons la maison minière que nous allons dépasser, maison de marchands de la fin du XVe siècle, car le quartier où nous sommes a toujours eu, à Dijon, au Moyen-Âge, une vocation marchande, en complémentarité avec un quartier de vignerons près de la place Bossuet. Le nom de quelques rues à 2 pas d'où nous sommes traduit encore cette présence de marchands ici au cœur du vieux Dijon, telle la rue Verrerie, Vannerie, Chaudronnerie. Et sur le toit de cette maison, vous avez remarqué bien sûr le chat et la chouette, qui rappelle la petite chouette que nous allons découvrir d'ici quelques instants et qui veut qu'à Dijon, si on le souhaite, on peut la caresser de la main gauche uniquement avec la main du cœur, de faire un vœu, celui-ci est susceptible de se réaliser. Plusieurs explications qui n'ont jamais été vérifiées posent toujours question quant à la présence de cette petite chouette. On retient facilement donc symbole de la sagesse, je le disais, et puis sachez qu'elle avait été vandalisée au cours de la nuit du 5 au 6 janvier 2001. Et je dirais d'après un travail de précision suite à l'original qui avait été fait auparavant, elle a été restituée à l'identique. Et donc les Dijonnais et nos amis visiteurs peuvent toujours l'apprécier et la caresser. Nous arrivons à présent sur le parvis de Notre-Dame et découvrons ensemble ce qui constitue sa particularité bien sûr. C'est cette façade étonnante et unique sur laquelle sont accrochées depuis la seconde moitié du XIXe siècle 51 chimères que nous appelons dans le jargon populaire de fausses gargouilles. Elles n'ont plus la vocation de gargouiller, de cracher l'eau et une alternance parfaitement réussie entre ces fausses gargouilles et ces métopes, ces motifs sculptés rectangulaires et notamment végétales. Nous pénétrons à l'instant même sous le porche de l'église et comme nous le constatons, ce porche avait été mutilé à la Révolution française par quelques révolutionnaires engagés. Il y avait un certain nombre de sculptures symbolisant la vie de la Vierge. Toutefois, en regardant attentivement dans la partie haute, au centre, nous remarquons la scène du couronnement de la Vierge. Et puis, ce qui est également intéressant à noter, avec un œil quelque peu avisé, des traces de peinture qui subsistent sur notre gauche en haut de quelques fines colonnettes et bleues sur notre droite. Et ce qui rappelle qu'à l'origine, les porches d'église étaient entièrement peints car c'était des lieux de vie. Il y avait parfois la distribution de pain sous ce porche. Et donc, la succession de petits palais en pierre, en haut des fines colonnettes, n'avait pas été endommagée et ont été ainsi conservés. Nous allons maintenant, et je vous invite d'ailleurs à me suivre, puisque nous allons rejoindre l'intérieur de l'église Notre-Dame et découvrir d'autres joyaux qui la caractérisent. Après nous être intéressés ensemble à l'extérieur de l'église Notre-Dame, nous voici à l'intérieur pour terminer cette balade ensemble. Et dans un premier temps, je vous propose de regarder ce diable menaçant qui est donc représenté sur la fine colonnette séparant les 2 vantaux principaux du porche avec ses yeux exorbités, ses cheveux hirsutes dressés et qui regarde en direction donc du cœur, en direction de l'Est, puisque l'Orient, comme nous le savons, étant le symbole de Christ et que le soleil, bien sûr, se lève à l'Est. Alors nous remontons ensemble par la travée principale la nef de l'église Notre-Dame et ce qui nous permet d'apprécier ces dimensions particulièrement étonnantes puisque la nef mesure quelques 18 mètres de hauteur, plus de 47 mètres de longueur et 17 mètres de largeur environ. Et là, on remarque bien l'homogénéité, la légèreté de cet édifice qui, bien sûr, a les pieds bien ancrés dans le sol. On l'a vu ensemble dans mon propos introductif. Nous arrivons dans quelques instants à la croisée du transept. Et là, nous pouvons mesurer ensemble le travail d'élévation délicat, je dirais difficile,
voulu par notamment les équipes de Viollet-le-Duc pour réaliser ce lanternon qui culmine à quelques 34 mètres de hauteur. Et nous pouvons aussi apprécier les vitraux de part et d'autre, notamment les rosaces, à savoir que des vitraux d'origine qui dataient donc du début du XIIIe siècle avaient été pour la plupart endommagés à la Révolution et puis restaurés d'après des motifs à l'identique d'origine, notamment dans la deuxième partie du XIXe siècle. Mais nous allons nous approcher dorénavant de ce qui constitue, si je puis dire, et si vous m'y autorisez, la pièce maîtresse en cette église Notre-Dame. C'est bien sûr la Vierge Notre-Dame de Bon Espoir, que l'on qualifie, que certains qualifient à tort de Vierge Noire. On ne peut parler ainsi de Vierge Noire puisque son visage avait été notamment dénoirci au début des années 1960. Et cette Vierge Notre-Dame de Bon Espoir qui date du XIe siècle, en bois, qui a subi quelques mutilations. C'était une Vierge à l'enfant. L'enfant avait disparu au fil du temps, notamment à la Révolution. À savoir que cette Vierge Noire, on lui doit une action extrêmement importante et vénérée à Dijon, puisque il se dit, avec toute la précaution qui s'impose, qu'elle aurait contribué au fil de l'histoire dijonnaise, une histoire plutôt sombre certes, à la délivrer de deux occupants différents. La première fois c'était en 1513, la seconde fois en 1944, et à chaque fois c'était le 11 septembre et le 13 septembre pour 1513. Et dans le cadre d'une procession en ville, où effectivement la Vierge Noire avait donc permis cette délivrance de la ville, eh bien les Dijonnais s'en rappellent et savent très régulièrement lui rendre hommage. Et d'ailleurs à ce titre, nous voici à nouveau à proximité donc, du porche, vu de l'intérieur, et nous regardons la tapisserie qui traduit cette scène de procession en ville qui date de la seconde moitié donc, du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, et qui montre au travers d'animaux menaçants eh bien, les assaillants qui avaient voulu donc, envahir la ville. Et à savoir qu'à l'origine, une tapisserie datant du milieu du XVIe siècle eh bien, est toujours conservée au musée des Beaux-Arts de Dijon. Enfin, en levant les yeux un tout petit peu plus haut, nous découvrons l'orgue actuel qui avait remplacé un orgue du XVIe siècle. Cet orgue-là date du XIXe, on le doit à un facteur d'orgue dijonnais d'origine belge, Jean-Baptiste Gis, avec une acoustique et une sonorité très particulière. Et d'ailleurs, je vous invite à le découvrir de plus près. Quelques marches nous ont permis ensemble et un petit peu de hauteur de rejoindre l'orgue. Nous apprécions ensemble le buffet pré-romantique néo-gothique d'origine, sur lequel fut installée la mécanique de l'orgue actuel, deuxième moitié 19e siècle. À noter que sur l'orgue d'origine avait joué donc le célèbre compositeur dijonnais Jean-Philippe Rameau de 1709 à 1713. Et avant de rejoindre dans quelques instants un lieu qui n'est pas accessible au public, nous avons la chance de pouvoir rejoindre le Jacquemart. Apprécions ensemble la beauté donc de la nef, le chœur et tout ce qui constitue la beauté de cette église Notre-Dame de Dijon. Eh bien, avant de nous quitter, nous voici revenus à notre point de départ. Nous sommes en hauteur au plus près du Jacquemart. Le Jacquemart à Dijon rythme la vie des Dijonnaises et des Dijonnais. Une prise d'armes du duc de Bourgogne Philippe le Hardi en 1382 dans la partie flamande du duché, qu'il fit rapporter à Dijon. Le personnage était seul, on le voit encore, donc Jacquemart avec sa bouffarde en bouche. Et puis au fil du temps, une dame le rejoindra, Jacqueline, on la voit également. Les deux sonnent les coups des heures entières et la famille s'agrandira par la suite, 18e et 19e siècle, avec deux petits-enfants, Jacquelinet et Jacquelinette, qui sonnent quart d'heure et demi-heure. Et donc, pour joindre l'utile à l'agréable et avant de nous quitter, sachez que sur la place dijonnaise en 1926, un maître confiseur en la personne d'Antonin Michelin va créer cette spécialité qu'il est toujours possible de déguster et de faire partager, à savoir les Jacquelines. Et je vous invite bien sûr, si vous le souhaitez, à les découvrir ou à les redécouvrir. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre découverte ensemble, en espérant qu'elle vous ait convenu. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.